aujourd'hui avec Anthony des Mystères de la Performance. Avant ça, évidemment, on remercie les sponsors, sans qui il n'y aurait pas de conférence. On va se présenter. Et agent Anthony. Je suis product manager chez Zenica. Et du coup, je suis delivery manager chez Zenica. Alors, les mystères de la performance, l'idée de cette conférence, c'est de vous expliquer un petit peu, décrypter finalement les freins qui vont, que vous allez pouvoir vérifier. Ah, savez-vous? Les freins, en fait, qui vont freiner la croissance de votre entreprise, de votre organisation. Alors, on va vous expliquer un petit peu notre posture avec Anthony quand on va chez des clients. Donc, les clients, en général, ils nous appellent, ils nous disent vraiment la situation est catastrophique. Alors, c'est souvent des dirigeants ou des responsables de BU, etc., qui nous disent c'est catastrophique, tous les indicateurs sont au rouge, on n'arrive pas à délivrer, on ne sait plus quoi faire. Et ils nous disent aidez-nous s'il vous plaît, on a testé plein de choses, ça ne marche pas. Donc là, on a besoin d'une aide extérieure. Donc nous, notre mission, c'est d'arriver en tant qu'enquêteur d'identité pour aller chercher des indices et pour trouver les coupables qui freinent justement la croissance de l'entreprise et le fait de pouvoir délivrer rapidement. Du coup, quand on arrive, donc on a récupéré les premières informations donc, de notre commanditaire. Et du coup, il va nous donner quelques indices, parce que là, il a déjà essayé, comme Safia vient de l'expliquer, et ils ont déjà des choses à nous partager. Du coup, ils nous disent souvent, on n'arrive pas à tenir nos délais, on dépasse nos budgets, donc du coup, il y a des projets qui sont en retard, il y a des métiers qui ne sont pas très contents. En tant qu'équipe IT, on s'est toujours un peu tapé dessus là-dessus. Donc, ils nous donnent un autre indice qui est, en plus, mes équipes, quand ils font des mises en production, ça se passe dans la douleur, on a des difficultés pour déployer, si on doit rollback, c'est la catastrophe, on peut difficilement, voire pas du tout. Du coup, tout ça, en plus, ça génère une qualité qui n'est pas satisfaisante d'un point de vue par exemple, utilisateur. Donc les clients ne sont pas satisfaits et du coup, on peut un peu les comprendre. Hein, ils n'ont pas ce qu'ils veulent, du moins la qualité attendue pour leurs besoins. Et en fait, tout ça, ça génère, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, en fait, ça décourage les collaborateurs, donc les équipes au sens large. L'ambiance se tend, ils ne comprennent pas pourquoi ils veulent tous bien faire. Et du coup, c'est vrai que ça génère de la frustration et ça les met quand même plutôt dans une posture difficile. Ce qui, du coup, entraîne, on arrive des fois chez des équipes où il y a 50-60% de turnover, qui, du coup, s'explique par tout ce que je viens de citer, et du coup, qui fait que rajouter de la difficulté là où c'est déjà compliqué le quotidien. Et souvent, en fait, il y a aussi cette partie-là qui ressort, c'est la dépendance, où les équipes vont être dépendantes les unes aux autres. Donc, dès qu'il y a une qui sombre, qui est en difficulté, elle entraîne un petit peu par effet de rebond, les autres aussi, et du coup, on arrive des fois dans des situations où ça pointe du doigt, mais c'est l'équipe back qui traîne toujours, qui nous livre n'importe quoi dans les API. Donc voilà, il y a tout ce phénomène qui commence à émerger, et tout va être un peu de la systémie, on va y revenir là-dessus plus en détail. Donc du coup, voilà, on a ça, mais ça c'est que le commanditaire qui nous donne ça, ou 2-3 personnes, dire du top management, il faut qu'on aille plus loin et aller chercher vraiment, aller investiguer. Et du coup, pour découvrir vraiment la vérité de l'entreprise, c'est ce que eux vont nous partager. Donc, première étape, on va aller collecter des preuves, c'est-à-dire discuter avec les gens, et on a parlé aussi de la communication, qu'est-ce que veulent nous dire les personnes, donc chaque représentant des équipes, et on rentrera par exemple dans le détail. À partir de ça, on va récolter donc plein de preuves, d'indices, et on va pouvoir du coup avoir une analyse plus posée avec des faits et des ressentis de chacun. Et grâce à tout ça, on va pouvoir du coup donner un diagnostic qu'on va du coup co-construire avec les équipes, bien sûr. On est là juste pour accompagner, faire une prise de hauteur. Donc on va pouvoir construire ça avec eux. Et nous, Safia, alors, la partie interrogatoire. Oui, on va faire les interrogatoires de l'ensemble des témoins. Donc on va interroger plein de témoins, mais très différents. Donc on veut vraiment avoir tous les angles de vue de la scène de crime, d'accord ? On veut faire un état des lieux finalement
On va recueillir plein de témoignages. Donc, on fait des interrogatoires vraiment très très larges. L'idée, c'est d'interroger les gens, mais aussi d'observer les interactions entre les individus, c'est de comprendre vraiment la dynamique qu'il peut y avoir au niveau du groupe, pour comprendre l'ensemble des points de blocage qu'il peut y avoir. On va ensuite reconstituer un puzzle, finalement, de l'ensemble des interactions, des process, etc. Et c'est en ayant eu, en fait, finalement, tous ces points de vue différents qu'on va vraiment avoir une vision à 360 de ce qui se passe. On va vous présenter quelques exemples d'outils qu'on utilise. Alors, déjà, une des premières choses, c'est que quand on est dans cette posture-là, on ne va pas voir les gens comme ça au hasard. « Hé, toi, viens, on va discuter, ça se passe pas comme ça. » Il y a vraiment toute une organisation qui se met en place. On a un casting, en fait, finalement, des interrogatoires qui est assez précis. Donc là, par exemple, on a fait 32 interviews sur des profils qui sont très différents. Et vous voyez que dans les profils, il y a à la fois des développeurs, des UX, des PO, des PM, des DevOps, des archis, voilà. Du management également, c'est super important aussi d'avoir le management. La cybersécu, on ne les oublie pas, hein, parce que c'est quand même aussi important d'avoir leur point de vue. La QA, le Scrum Master, on voit tout le monde. Donc c'est pour ça que c'est quand même, ça prend du temps. Et l'autre point important, c'est qu'on le fait en trinôme. C'est-à-dire qu'il y a un binôme qui va être là, un interrogatoire pour être sûr de bien comprendre, pour prendre les bonnes notes, etc. Pour pouvoir faire des relances pendant les interviews. C'est des interviews d'1 heure en général. Mais c'est des binômes en fait qui tournent. Donc là, par exemple, c'était moi et Anthony, Anthony et Olivier, ou moi et Olivier. D'accord ? Et à chaque fois, à nous trois, ensuite, quand on va faire l'analyse, on a aussi une vision différente. Donc, en gros, on va avoir aussi nos points de vue et on va être vraiment sur de l'intelligence collective pour pouvoir analyser cette data. Donc, une fois qu'on a posé vraiment le cadre de qui on veut aller interroger, on a, là, par exemple, c'est un template qu'on a créé qui va nous permettre de poser finalement qu'est-ce qu'on va aller chercher dans ces interviews-là, d'accord ? On veut comprendre comment les individus vont faire dans leur journée, avec qui ils interagissent, donc ça c'est super important, essayer de comprendre les interactions entre les personnes pour identifier les points de blocage, et puis essayer de voir un petit peu comment ils se projettent dans l'avenir. Et nous, vis-à-vis de tout ça, on va dans la partie bleue se dire, on veut qu'ils nous montrent tel document. Parce qu'on ne se base pas que sur des choses qu'ils vont nous dire, on se base aussi sur des faits, sur des choses qui vont nous montrer, qui sont palpables. Donc on leur dit, là par exemple, montre-nous, je ne sais pas, ton schéma d'architecture, montre-nous ton arbre Git. Produit. Pardon. Ton arbre Git. Voilà, ton arbre Git, etc. On leur demande de nous montrer des choses. On ne va pas rester sur des choses qui sont floues, d'accord ? Et puis pendant l'interview, on prend des notes, post-it orange, ce qui ne va pas, post-it vert, ce qui va. C'est important de bien noter ce qui va aussi, parce que c'est bien de le faire remonter. Et des post-it plutôt bleus, ça c'est, nous on se projette comme ça, ou c'est ça qu'on aimerait modifier dans notre organisation ou dans notre manière de faire. Donc on a vraiment, pour chaque interview, on va récolter beaucoup de données. D'accord ? Et là vous allez me dire, mais comment tu veux ? Qu'est-ce que je fais ? 32 interviews, je ne sais combien de personnes, comment on traite tout ça ? On y verra après. On le verra après, tout à fait. L'idée, c'était quand même de partager quelques verbatim, plutôt les oranges, parce que tout ce qui va bien, c'est pas trop rigolo. Donc voilà, pour mettre un petit peu plus de contexte et d'exemples surtout. Donc ce qu'on recueille et on a fait c'est des vrais verbatim, anonymisés forcément, et c'est que sur des grandes entreprises, dans des secteurs différents. Mais voilà, il n'y a pas de petites startups. Pour vous donner un peu un contexte quand même, c'est voilà. Plusieurs entreprises en fait, on a fait un petit mélange. Et plutôt assez conséquente. La maintenance du code legacy est compliquée et démotivante. Voilà, classique, on a une équipe de build, une équipe de run. Forcément, tout le monde va aller sur la partie build. Le nouveau produit est toujours plus attrayant, attractif. On va faire du craft, voilà, contrairement au legacy ou du coup run où on bosse avec ce qui a été mis en place dans le passé et qui peut-être un peu mal vécu. Et du coup, les gens se sentent un petit peu lésés pour ceux qui vont faire du run et pas du build. Donc c'est vrai que souvent on a eu
ces verbatim-là de ouais, pourquoi je fais toujours des tickets de maintenance alors que j'aurais bien faire des nouvelles fonctionnalités. Voilà, c'est quelque chose qui va frustrer aussi les équipes et du coup impacter la performance qu'elles vont avoir de manière individuelle ou collective. On a le sentiment de ne pas livrer de valeur aux utilisateurs. Du coup, on parlait à 14h de quoi ça fait à Pimarine, lors de leur talk, c'était il faut donner du sens au travail des gens qui comprennent pourquoi ils font les nouvelles fonctionnalités, qu'est-ce qu'elles vont apporter aux utilisateurs. Il faut vraiment qu'ils aient la vision produit et qu'ils soient bien ancrés dedans et qu'on leur explique, parce que s'ils font ça et qu'ils n'y croient pas à cette nouvelle fonctionnalité, il faut peut-être leur expliquer qu'il y a un intérêt, rééchanger avec le métier, etc. Je déploie en pré-prod et après, c'est plus de ma responsabilité. Le côté très siloté ou manque de responsabilité, plutôt là, dans ce cas-là, d'un développeur, qui du coup, lui, après ce qui se passait en pré-prod, toutes les questions autour du delivery, qu'est-ce qui se passe, comment tu livres, comment sont tes CI, TCD, etc. Il lui dit, oh, je ne m'occupe pas de ça, moi, c'est pas des équipes DevOps et autres qui... Donc là, il n'avait pas du tout connaissance de comment était déployé son outil. Lui, il s'arrêtait à l'environnement de recettes, et c'était pas chez lui qu'il fallait voir, ou je ne pouvais pas aller creuser ce point-là avec lui, il fallait que j'aille voir un autre équipier, quoi. 80% des décisions sont guidées par le budget. Donc on est quand même peu importe ce qu'on fait du produit ou du projet, on est quand même dans le monde réel et il y a un budget et c'est vrai que ça frustre pas mal la totalité des équipes sur quand ils sont pilotés que par le budget, uniquement par le budget et pas par la valeur. Voilà. Un des autres points de frustration. On met 3 mois à livrer quelque chose qu'on a développé en 3 jours. Donc voilà, là c'est pareil, cet effet où ils ne comprennent pas si on a tout fait, nos tests sont OK, la QA a mis le coup de tampon, l'incrément est disponible sur un Artifactory, bon bref, il y a tout qui est prêt. Pourquoi on va mettre 3 mois à mettre ça dans les mains de l'utilisateur? Donc il y a plein de réponses possibles, mais voilà, c'était des choses qui nous remontaient et on devait aller discuter peut-être avec du management ou un peu plus l'organisation. Des outils techniques vieillissants plus adaptés aux besoins. Forcément, les entreprises ont fait des choix dans le passé par rapport aux technologies qui étaient là. Et on va en reparler un peu plus tard, mais voilà, comment on va mettre à jour nos nouvelles versions, des nouveaux outils. Voilà, il y a peut-être des choses maintenant pour faire des tests end-to-end qui étaient plus performants, pour faire du tir de perf, il y a des nouveaux outils aussi. Ça serait bien que on aille vers ces nouveaux outils, qu'on arrête de fonctionner avec nos vieux coucous ou notre brique qu'on a fait maison à l'époque et qui n'a plus tout maintenable, etc. Donc vraiment mettre à disposition des outils pour les équipes, et des outils performants. Et pour finir, c'est Anthony qui connaissait le fonctionnement de la GED, mais il a quitté l'équipe l'an dernier. Donc le fameux sachant qui sait comment fonctionne cette brique-là, qui est parti, ça arrive, c'est comme ça. Mais plus personne ne sait comment gérer ça. Donc dès qu'il y a un souci, c'est le chaos, tout le monde se renvoie la balle et le souci met plusieurs semaines, voire mois à être corrigé. Donc l'idée, c'est pour présenter ce qu'on en récolte lors des interviews, plutôt sur les mécontentements des équipes et souvent ils ont quand même des axes d'amélioration à nous proposer aussi pendant les interviews. Alors, effectivement, on recueille tous ces verbatim, toutes ces données, des choses positives, des choses négatives, etc. Et là, on se met vraiment dans une démarche qui est ce qu'on appelle une démarche data-driven transformation, c'est-à-dire qu'on va se baser sur la donnée qu'on a récoltée pour pouvoir donner des recommandations pour améliorer les choses. On n'a pas une boule de cristal où on n'arrive pas avec la posture « nous on sait, on va vous dire, on va vous expliquer la vie ». Déjà, chaque organisation a ses propres problèmes. Et on arrive, en fait, finalement, on se base sur la réalité de ce qui se passe dans l'entreprise pour identifier les points de blocage. D'accord ? Et on se base que sur des faits. Après, effectivement, dans notre analyse et dans les recommandations, il y a notre expertise qui va jouer, évidemment. Mais là, on va se baser, par exemple, sur des faits et on va utiliser des outils aussi pour dire, OK, là, il y a tel sujet qu'il faut creuser ou voilà tous les sujets, en fait, qu'il va falloir que j'analyse en se basant sur des outils comme Dora Accelerate ou les outils issus de l'approche produit et de la démarche, en fait, finalement, pour créer un produit. Le lean, l'agilité, etc. Donc voilà, on utilise tout ça un petit peu en même temps. Alors, notre force, c'est que, comme je vous ai dit, on ne fait pas ce type de mission tout seul. On est souvent un trinôme et du coup, ça va nous permettre d'avoir des points de vue différents, on est dans de l'intelligence collective et en plus, donc entre nous, on a de l'intelligence collective, mais en plus, on va bénéficier de l'ensemble des données qu'on a récoltées.
Donc comme je vous ai dit, on est sur un panel très large de personnes qu'on va interroger et ça va du management aux développeurs et à tout type de personnes. Et donc c'est avec cette méthode qu'on va démasquer les vrais coupables. Premier coupable. Du coup, notre premier coupable, qui du coup a un magnifique cadre qui était presque parfait, qui l'avait peut-être été à l'époque, qui est en train de s'éroder, de brûler au fil que le temps passe. Une entreprise a toujours été organique, a mis à un moment des processus, un cadre pour essayer d'avoir quand même comment essayer de piloter ça de manière générale. Mais voilà, ça change, les équipes changent, les équipes évoluent, mais le cadre reste le même. Et ça a forcément des impacts sur l'efficacité des équipes, c'est plus adapté. Hein. Ça génère des frictions entre les individus et forcément le quotidien, sur certains points, devient une douleur du quotidien et ça ralentit forcément l'exécution, que ce soit sur le delivery ou sur d'autres aspects. L'idée, c'est qu'on va vous noter un peu les méfaits de ce coupable, où c'est qu'il arrive, et c'est pas exhaustif, hein, c'est ce qu'on constate le plus, avec une petite partie Rex pour vous donner un peu plus de concret. Donc des processus obsolètes, un outil de ticketing qui ne convient à personne, ou du moins qui ne convient plus aux gens qui sont dans l'opérationnel actuellement. Et ce que j'avais remarqué chez un de mes clients, c'était que on avait donc l'outil Jira, je ne peux pas m'étaler sur le sujet, avec un workflow d'étapes entre le besoin issu du product manager au delivery, à la partie on a mis en prod. Je sais pas combien, une vingtaine d'étapes où le ticket transitait, revenait, bon bref, un workflow, tout le monde s'en plaignait. Du coup, les équipes s'en plaignaient parce que leur quotidien, c'est de faire bouger ces tickets. Voilà. Le chef de projet n'arrivait pas à suivre l'avancement des tâches. Du coup, forcément, les équipes n'étaient pas contentes. Et du coup, en fait, tout le monde se renvoyait à la balle et n'arrivait pas à se mettre d'accord. Ça serait quand même bien qu'on se pose, qu'on regarde qu'est-ce qu'on veut, autant nous, pour nous gérer notre quotidien en tant qu'équipe tech, et comment le management a besoin aussi d'avoir un besoin de suivre l'évolution du projet et tout ce qu'il pourrait avoir. Donc voilà, on va les aider un peu à prendre du recul et à dire que ça serait quand même bien de discuter ensemble à ce sujet. Et quand on a un peu creusé, il s'avérait qu'en fait, tout le monde se renvoyait à la balle parce que en fait, personne ne savait vraiment c'est à qui de mettre le ticket en QA. Ah bah il était en PR, j'ai fait la PR, mais du coup il faut le passer en recette manuelle. Bon, voilà, il y avait ce fameux, je pensais que c'était à toi de le faire. Du coup, voilà, ça amplifie ce côté des processus. Ça génère du coup du conflit parce que voilà, au bout d'un moment, ça agace les gens. Voilà, je pensais que tu avais mis à jour la doc, mais non, on m'a dit que c'était pas bon. Du coup, le pipeline n'est pas documenté. Bref, je me suis entendu le côté, c'est au lead de le faire. Ok, mais tu allé voir le lead dev ou lead tech, en fonction de comment on l'appelle. Peut-être que pour lui, c'est pas à toi de le faire, c'est des équipes, vous êtes autonomes, vous êtes assez grands, c'est pas au lead de venir mettre un coup de tampon sur la PR. Peut-être que vous êtes assez grands pour le faire entre vous. Donc voilà, tout cet écosystème, je pense qu'il doit un peu parler à certains d'entre vous, peut-être à tous. Et ça revient du coup souvent sur cette partie communication, donc qui est très large comme sujet. J'ai plutôt choisi sur une équipe, une autre équipe, en fait la communication c'était dilué parce qu'il y avait beaucoup de canaux, beaucoup d'outils, un Slack, un Teams, des canaux privés, des canaux publics, des groupes privés, etc. On passait aussi par les mails ou dans les commentaires du ticket Jira. Bref, c'était désordonné et en gros, la personne qui attendait l'information, parce qu'elle se sentait du coup responsable ou du moins avait un retour à faire ou du moins devait avoir l'info, et en fait, n'est jamais dans le bon canal ou dans le bon ticket ou dans le bon Teams. Et du coup, ça crée une cacophonie, un bordel, complètement. Donc le but, c'était juste de rationaliser, de dire en fait, on utilise ce canal-là pour tout, vous conviez les gens, vous faites un truc simple, arrêtez avec cette usine à gaz dans les outils de communication. Et la cerise sur le gâteau, c'est la traçabilité. Aujourd'hui, on est quand même dans des domaines où on prend des décisions, d'architecture, il y a des ADR, des décisions de workflow. Voilà. Il y a plein de choses qu'il faut ancrer par écrit. L'oral, c'est je pense notre pire ennemi dans nos sujets. Et ça s'est donc bien fait sur une équipe donc de QA qui était transverse à tout un domaine de 200 personnes, donc un truc assez large, qui, quand je suis arrivé, faisait donc du test de bout en bout, vraiment sur une grosse chaîne de développement, un truc très critique, mais avait documenté, il y avait des briques comme de documentation, mais elle n'était pas actualisée. Du coup, forcément, elle ne correspondait plus aux besoins, donc on avait des sortes de tests verts, mais en fait qui ne correspondaient à rien, donc ça n'a aucune valeur.
Et en plus, quand on est allé voir avec le métier, je leur ai dit, ça serait quand même bien déjà d'écrire. Ouais, mais pour écrire, on a besoin d'une validation de métier. Bon, allons avec les product owners de chaque équipe, discuter avec eux. On va écrire avec eux le mode opératoire de nos tests. Ça s'avérait en fait que c'était plus ça que le besoin. La feature avait changé, avait évolué. Du coup, le test était plutôt éligible, mais peut-être plus critique. Donc, on s'est tous réalignés à créer une documentation avec les métiers, du moins avec les owners, donc nous, c'est plutôt les product owners, d'avoir quelque chose qui correspondait à leurs besoins et à la criticité de la chaîne de valeur. N'allons pas tester des choses dans son ensemble si elles n'ont aucune valeur ou du moins si l'impact est très faible. Deuxième coupable, Safia ? Coupable numéro 2, la culture de l'entreprise. Alors, la culture de l'entreprise, la collaboration ne va pas, il n'y a pas de partage, il n'y a pas d'entraide, tout le monde travaille de son côté, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on peut observer. Et quand vraiment on est dans des cas critiques, c'est souvent des points qui ressortent. Alors, on a, tout ça, c'est dû à des silos dans les départements. Chacun de son côté, chacun a ses objectifs, chacun a son budget. Et donc, surtout, n'allons pas parler aux autres, ça pourrait foutre en l'air notre plan. D'accord ? C'est un petit peu ça. Donc, on se retrouve finalement avec chacun qui garde l'information de son côté, pas de partage, pas de communication. On peut avoir des équipes, par exemple, produits, marketing, qui ne vont pas parler aux équipes techniques. Et du coup, ce que ça va engendrer, c'est une vision, en fait, produit qui n'est pas du tout alignée. Et c'est ce qu'on se disait à 14h avec Marine, justement, dans notre talk. Il n'y a pas d'alignement, finalement, il n'y a pas un produit, d'accord ? Il y a des budgets dans les BU, chacun gère son budget, produit des choses, mais tout le monde ne travaille pas pour le même produit, en fait. Et là, il faut vraiment changer un petit peu de mindset pour se dire, en fait, on est tous une équipe, même si on fait partie de BU différentes. Et l'objectif, c'est vraiment d'aller aligner toutes les équipes, qu'elles soient du côté marketing, du côté produit, du côté technique. Donc là, par exemple, chez un client récemment, on a pu observer qu'il y avait une roadmap produit qui était définie, parfois un an à l'avance, hein, on ne va pas se mentir, et une roadmap technique qui gérait tout le legacy, la dette technique, etc. Et les deux, en fait, n'étaient pas du tout alignés, n'avaient pas les mêmes objectifs, etc. Et on le ressentait, en fait, finalement, au niveau des équipes qui ne savaient plus, en fait, ce qu'elles faisaient et comment prioriser. Soit je gère le legacy, soit je gère la dette technique, etc. Soit je vais développer de nouvelles fonctionnalités pour pouvoir répondre à des nouveaux besoins. Donc c'est important de vraiment réaligner tout le monde pour pouvoir justement faire en sorte que la culture de l'entreprise change. Un troisième point, c'est la culture de l'amélioration continue. Souvent, on remarque des organisations qui nous disent « mais si, nous, on est agile, on a des sprints, on découpe notre backlog toutes les 2 semaines, etc. » Donc on a des boucles itératives. Mais en fait, une boucle itérative, elle revient à un moment. Et on est dans un processus d'amélioration continue, en fait, quand vraiment on a des boucles itératives. Et là, on est plutôt sur, par exemple, si vous faites du safe, vous avez un PI planning et vous avez votre scope sur les 3 mois. Et en fait, souvent, on se rend compte que c'est des mini-cycles en V. En tout cas, quand on est dans ce genre d'organisation où il y a des problématiques, donc ils font des mini-cycles en V de 3 mois. Parce qu'ils ont pris leur roadmap sur un an. Ils ont dit, on va découper en 4, d'accord ? Et puis, voilà, on va dire que c'est bon, on a découpé, on a fait un bon découpage. Et en fait, ça ne marche pas, parce que la boucle itérative, c'est vraiment une boucle qui va se permettre de s'améliorer de manière continue. L'amélioration continue, c'est vraiment prendre les feedbacks, avoir de la data, mettre en place des indicateurs, etc., pour pouvoir définir finalement ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on doit améliorer, et prendre en compte justement aussi toute la dette, etc., faire en sorte que la dette ne s'accumule pas au fur et à mesure. Et le dernier point, c'est qu'avec tout ça, évidemment, c'est très difficile d'innover, parce que tout le monde se retrouve dans un goulot d'étranglement. On s'est dit qu'on livrait ça dans 3 mois, donc surtout, on ne va pas se faire de l'expérimentation, on ne va pas tester des nouvelles choses, parce que finalement, on n'a pas le temps, parce que la roadmap, elle a été trop définie en amont, et on n'a pas cette liberté finalement d'ajuster son produit au fur et à mesure
et on se retrouve coincé dans quelque chose qui ne peut pas accepter finalement de l'innovation et l'expérimentation. Troisième coupable, Anthony. Pour les plus anciens, magnifique bruit. Donc nos systèmes informatiques, on va un peu parler de la partie technique aussi quand même. Donc je disais, hein, les entreprises ont un vécu, il faut faire avec, c'est comme ça. Et souvent, voilà, dans les grands groupes, on est encore sur des technologies assez vieilles, même il n'y a pas forcément beaucoup de compétences encore actuelles, hein, si je parle de COBOL, de mainframe, S400. Et ça génère donc, même sans ça, donc il y a des coûts cachés, on en reviendra, et souvent ça pénalise quand même les équipes pour qui s'acquièrent de l'autonomie à plusieurs niveaux. Donc les systèmes ont de l'obsolescence, okay. L'infrastructure aussi, et je ne sais plus dans quelle étude, mais c'est la moyenne un peu donnée d'une vingtaine, pour les grands groupes, à peu près 20 ans d'existence. Et ce qu'on constate fréquemment, par certains, sur la partie des architectures fortement couplées, qui au final résulte de l'évolution. Donc on a ici, il y a 20 ans, on ajoute une brique d'édétique, on ajoute une brique d'OTAN, parce que voilà, il fallait faire de l'eau, un peu plus de sécu. Et on va ajouter des briques comme ça, petit à petit, et on se retrouve avec quelque chose qui est un peu tout lié. On n'a pas pris le temps d'avoir de la donnée plus accessible, etc. Et forcément, pour faire une évolution, il faut un peu traverser toutes les couches du système. Et en fait, ça a un fort impact, ce que je parlais sur la partie autonomie, ou du moins la partie synchronisation des équipes. Plus notre système est fortement couplé, plus les équipes vont devoir s'attendre. Forcément, si une évolution doit traverser plusieurs couches du SI, il y a de fortes chances qu'elle traverse plusieurs équipes, ce qui du coup doit forcément générer de la synchronisation entre elles, ce qui pourrait générer de la frustration parce qu'une équipe qui est en retard, hein, je reviens un peu sur ce que je disais juste avant. Mais voilà, donc on va avoir soit, voilà, il y a plusieurs services applicatifs qui sont liés, soit on a une équipe de front, une équipe de back, une équipe de DevOps, une équipe de sécu. Donc là, on n'est pas du tout sur du team topology ou des équipes pluridisciplinaires, hein, mais ça existe encore en 2025 et forcément, ça génère que forcément des problèmes et le delivery s'en voit fortement impacté, hein, et l'utilisateur du coup par la suite. En parlant de delivery, forcément, on va avoir de la lenteur de mise en production. L'exemple que j'ai pris en arrivant dans une des équipes, ils étaient plutôt bien outillés. Okay. Sauf qu'ils avaient chaque changement, donc chaque incrément ou bug fixe, prenait des heures à être déployé en production parce qu'ils avaient mis des tests. Vous savez, il y avait déjà des tests. Des tests unitaires, tests d'intégration, end-to-end. Vraiment, sur le coup, il y avait l'existant. Sauf qu'ils jouaient tout à chaque pull request, donc peu importe soit de la features ou du bug fixe. Et on mettait à peu près 10 heures à avoir un feedback. Donc, autant le développeur qui fait émerger sa PR ou process qui faisait ça, attendait le lendemain pour voir si ça avait tourné ou pas. Et forcément, voilà, c'était pas possible. Donc, l'idée, c'était d'aller un peu les questionner, dire pourquoi faire tourner tous ces tests? C'est quoi la valeur? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on pourrait faire tourner en nightly? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on pourrait sortir? Est-ce que vous avez échangé avec les métiers? Ou est-ce qu'on ne couvre pas trop de choses? Parce que les tests obligatoires, toujours un petit peu intrigants. Et au final, on a dû passer de 10 heures, je crois, à 2-3 heures en première étape. Donc en fait, on pouvait vraiment en virer dans ce lot-là. Donc voilà, c'était pas si obligatoire que ça. Mais voilà, c'était aussi du legacy qu'il fallait traiter. Et après, on a pour finir nos coûts cachés. Je ne vais pas détailler sur la dette technique, hein, mais ça va tourner un peu autour de ça. Mais ce que je veux dire là-dessus, c'est que souvent, en tant que technicien, on a du mal à formuler notre dette technique ou le besoin qu'on voit dans le code ou dans les images d'architecture au métier. Il faut qu'on leur communique l'impact de notre métier. Qu'est-ce qu'on veut apporter? Ok, on peut prendre un sujet, changer un algorithme, mais pour quelle raison? Si on a un besoin, on doit développer une nouvelle fonctionnalité, et là, c'est à notre rôle en tant qu'équipe technique de leur dire, pour faire cette nouvelle fonctionnalité, je pense que si on met un petit peu plus de temps, on va la rendre plus robuste dans le temps. Elle va sûrement évoluer parce que si j'avais la vision, je sais qu'il va peut-être avoir du multilangue qui va arriver. Donc peut-être que si je fais un petit menu pour choix de langue, je vais commencer à l'anticiper ou à voir comment ça discuter. Et surtout la rendre visible. Il ne faut vraiment pas que ce soit un sujet tabou, je n'espère pas, de se dire, ok, il y a des choses, on est d'accord avec le métier, on peut le faire plus vite, mais attention, il y aura un risque, il y aura un impact peut-être potentiellement négatif par la suite. Donc soyons transparents là-dessus et allons-y de côté impact métier, qu'est-ce qu'on veut apporter à l'utilisateur, de la robustesse, c'est pour ça qu'on corrige la dette technique. Alors, là, on a nos trois coupables, vous avez vu qu'ils avaient quand même plusieurs méfaits à leur actif, d'accord?
C'est des choses qu'on rencontre globalement chez les clients, mais vous pouvez en avoir plein d'autres, d'accord? Mais en général, ces 3 coupables-là, on les retrouve quand même dans beaucoup d'organisations, d'accord? Et tous les 3 sont coupables. C'est-à-dire que souvent, quand une entreprise est vraiment en crise, les 3 sont en jeu, en fait. Hein. Les 3 coupables qu'on vient de citer sont en jeu. Et donc là, on peut les arrêter, etc. Ok, on les a bien identifiés, on les arrête, mais jusqu'à quand? Comment on fait, en fait, pour essayer de co-construire avec l'équipe un plan d'action pour pouvoir faire en sorte que tous ces méfaits ne se renouvellent pas. Je tiens à préciser quand même que ce qu'on va vous présenter là, c'est des conclusions que nous on a eues chez nos clients, hein, et que c'est co-construit finalement avec des clients. Donc c'est vraiment des choses, nous on n'arrive pas en disant on connaît la vérité, voilà, d'accord? On construit avec nos clients la solution qui leur convient le mieux. Okay, et avec laquelle, en fait, ils vont être à l'aise. Donc, on est vraiment dans quelque chose qu'ils vont pouvoir s'approprier et mettre en place et faire vivre chez eux de manière pérenne. Alors, le premier point, c'est aligner l'IT et le business. Donc, on l'a déjà dit, unifier la vision, casser les silos, partager une roadmap. Donc, voilà, avoir un alignement de tout le monde, savoir où on va, donner du sens à nos produits. Le deuxième point, c'est optimiser les process, rendre les équipes plus autonomes, voilà, mettre peut-être un cadre qui ne brûle pas. Et voilà, essayer de rendre plus autonomes et responsabiliser les équipes. Troisième point. Et du coup, comme on disait, hein, on va piloter ça par la data. Et du coup, c'est ce qu'on diffuse aussi, c'est que vous allez faire des choix. On va, du coup, peut-être qu'il vous êtes des bons choix, des autres un peu moins impactants, d'autres arrêter tout de suite. Et si vous voulez prendre des décisions éclairées, il va falloir mettre en place des métriques. Ça peut être de tout type, donc on a parlé de Dora quand on possède déjà une liste, il peut y avoir d'autres métriques, après à vous de les définir, c'est ce qui vous apportera de la valeur, mais un que j'aime bien c'est le lead time par exemple, d'un besoin métier à l'utilisateur, combien de temps s'est écoulé. Si vous mettez en place des décisions, vous dites on va améliorer notre delivery, on pense qu'on sait faire, plein de solutions, peut-être qu'en fonction des choix, vous verrez que vous allez gagner un peu de temps, vous améliorez là-dessus, et d'autres métriques là-dessus. Donc, essayez de vraiment mettre en place, il vous faut des faits, parce que si jamais vous avez des freins et qu'il faut aller taper plus haut sur l'organisation, si vous arrivez juste avec des ressentis, ça passe pas. Donc voilà, si vous avez à prouver qu'avec un peu plus de temps, vous allez gagner 25% et pour livrer plus vite aux utilisateurs, je pense que là, vous serez bien entendu. Et le dernier, c'était voilà, améliorer votre delivery du mieux que vous pouvez. Je pense que maintenant, on a une panoplie d'outils, donc là c'est pas du tout, il y en a beaucoup plus. La CI/CD, les tests, attention aux tests auto, pas trop en faire, ça va, bref, mettez les bons tests au bon niveau. Mais voilà, je pense qu'automatiser vos façons de TNR, arrêter avec les TNR manuels qui prennent du temps, des semaines, ça use les gens mentalement. Il y a mieux, je pense que l'humain peut faire mieux dans d'autres situations que dérouler des tests de manière, je sais pas, toutes les semaines, parce que j'ai déjà vu 100 tests par semaine. C'est juste très fatigant humainement parlant. Donc voilà, prenez le temps d'automatiser et d'aller chercher plus dans la conception, dans l'intelligence collective. Alors, l'enquête, elle ne s'arrête pas là en fait. Comme je l'ai dit, donc là, vous avez identifié les coupables, vous savez à peu près voilà, vers où il faut aller, ce qu'il faut faire pour qu'ils ne renouvellent pas leurs méfaits. Par contre, c'est un travail de longue haleine, hein. Il faut jamais s'arrêter. On est toujours dans de l'amélioration, on est toujours en train de traquer le moindre petit truc qui pourrait être un grain de sable finalement dans l'engrenage. Donc il faut continuer à identifier ces petits grains de sable et à itérer, à être dans un processus d'amélioration continue, même dans vos process et voilà, dans vos manières de travailler. Ne pas oublier que c'est une approche qui est très systémique. Donc en gros, et c'est pour ça qu'on interroge énormément de personnes au démarrage, c'est qu'on veut avoir tous les points de vue. On veut vraiment être dans une démarche où on ne va pas venir mettre des pansements, d'accord? Parce que souvent les clients ils nous disent « Oui, mais moi j'ai besoin de trucs là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce que je fais ?» D'accord? On va vous aider à trouver des solutions à court terme, mais identifier les vrais blocages et vraiment l'origine de l'hémorragie,
c'est aussi pourquoi on va aider nos clients. Donc ne pas oublier que vous êtes vraiment dans une approche très systémique et voilà, une approche de cause à effet. Encourager l'engagement collectif. Donc il faut aussi vraiment se dire que les équipes doivent travailler ensemble, qu'on va tous dans la même direction, qu'on travaille tous pour un produit qui est le même. Donc voilà, encourager les équipes à travailler ensemble, être plus collaboratifs, voilà, éviter la bureaucratie, hein, on va dire ça comme ça, et encourager le collectif. Les conseils pour y parvenir. Alors déjà, mettre en place des OKR, des indicateurs qui vont vous permettre d'aller capter de la donnée, qu'elle soit quantitative ou qualitative, qui vont vous permettre d'être dans une approche d'amélioration. Donc vous allez utiliser des faits, des vrais data, donc que vous allez récolter du terrain, pour pouvoir améliorer vos process, améliorer votre stratégie, améliorer votre produit, etc. Donc il faut vraiment rester dans cette approche de transformation par la data. D'accord ? Donc, mettez les indicateurs, des bons indicateurs, pas juste des indicateurs pour dire au chef, hey, regardez, on a fait ça. C'est des indicateurs qui vont vous permettre de progresser. Faire régulièrement un diagnostic de votre organisation, donc continuer à itérer, continuer à identifier les points de blocage, on l'a dit. Créer une culture de feedback et de transparence. Les feedbacks, que ce soit d'un point de vue de vos utilisateurs finaux, mais aussi à l'intérieur de votre organisation. Créer une culture de feedback, essayez de faire en sorte d'écouter vos collaborateurs et d'identifier tout de suite les problèmes et d'essayer de les régler dès que vous les avez identifiés. Et puis investir dans l'optimisation des outils et de l'infrastructure, donc être sûr que les outils que vous utilisez sont les bons et vont vous permettre d'aller vers plus de performance. Du coup, voilà, ça va être notre dernier slide. Donc, l'idée, c'est de vous refaire un petit récap. Maintenant, où je pense que vous avez les clés pour au moins aller en discuter et faire peut-être bouger les choses au sein de vos organisations, de vos équipes. Donc, l'idée, c'est vraiment, première étape, identifier vos suspects. Aller récolter, et tout le monde doit parler. C'est là où les cultures d'entreprise favorisent la transparence. Mais voilà, identifiez vos suspects, vos pain points, et surtout creuser. C'est pas parce qu'on vous dit la qualité est médiocre que c'est un souci de test. Allez creuser plus loin. C'est souvent... Le premier verbatim est souvent pas le bon, il faut aller un peu plus profond dans le problème. Donc trouver vraiment la racine du souci. Du coup, ce que je disais, donc collecter des preuves. Si en plus vous avez donc de la doc, des choses pour appuyer les dires des gens, parce que bon, souvent on va dire, je parlais de la Git, on fait du trunk base, ok, envoie-moi un screenshot de ton arborescence Git. Pourquoi il y a 25 branches qui sont ouvertes, quoi. Bon, j'exagère un peu, mais pas tant que ça. Soyez aussi fort de proposition. Vous avez identifié les problèmes, les suspects. Vous avez des preuves qui appuient votre discours. Je pense que peu d'organisations vous reprochera de pointer du doigt le problème, surtout si en plus vous apportez ça sous l'angle d'une amélioration. J'ai identifié ça, ça nous embête au quotidien, ça j'ai ça en preuve. Je pense que j'ai déjà des solutions à soumettre, des pistes. On en discute, de ne pas arriver non plus avec la piste, je suis le seul sachant et j'ai la solution. Non. Arriver avec des pistes et je pense proposer ça à l'équipe, à votre référent, à votre manager, pour qu'au moins il y ait une discussion qui se crée et c'est identifié et on ne pourra pas vous le reprocher par la suite. Et dernier point, je pense le plus important, tout petit problème qui est résolu, toute amélioration qui est apportée, célébrer vos victoires, chose qu'on ne voit pas assez du tout. De pouvoir dire c'est cool, on a gagné 30 minutes sur notre pipeline, c'est super bien, c'est déjà ça, parce que si c'est joué tous les jours, ça fait un sacré paquet de temps, et si en plus vous avez un provider qui coûte un peu d'argent, ça va parler au manager si vous lui bottez un peu la somme en euros derrière. Donc voilà, que ce soit ça, ou sur du process, vous avez pu alléger votre workflow Jira, et que tout le monde en est content, ça vaut le coup de marquer le point et dire, vous voyez, on a bossé ensemble, on a amélioré notre processus, et ça nous aide au quotidien à aller plus loin, et surtout d'aller traiter l'autre souci qu'on a du coup découvert, ce qu'on disait, un systémie. Vous débloquez un sujet à gauche, il y en a un autre qui apparaît à droite, et de toute façon, c'est un effort du quotidien. Et du coup, ce qu'on disait pour clôturer, c'est que l'excellence opérationnelle, c'est un voyage continu. Il faut que, c'est tous les jours qu'il faut un peu se mettre dans cette amélioration, et c'est pas une destination finale. Donc, si vous souhaitez commencer à jouer, vous êtes parti pour quelques années de jeu, par petite boucle, bien sûr. Tu voulais rajouter quelque chose, Safia ? Non, c'est tout bon. C'est très
Eh bien, merci à vous pour votre écoute. Le QR code pour les feedbacks. Encore un grand merci aux organisateurs de la conférence et merci à vous pour votre écoute et on prend les questions. Merci.